Bonjour. Merci d'être venu assister à cette présentation. Donc moi, je suis en deuxième année de thèse à l'Ifremer et je vais vous parler d'un écosystème insulaire et tropical qui est la Bretagne aujourd'hui. Et en fait, c'est parce que je suis en deuxième année de thèse, mon objectif est de décrire les seuils de tolérance physiologique de l'huître creuse et de l'huître perlière à l'acidification des océans. Et du coup, j'ai commencé la première partie de ma thèse en Bretagne, ce qui m'a permis en fait de décrire les capacités d'acclimatation de juvéniles d'huîtres creuses face à l'acidification des océans. Et après, en fait, je ferai le lien avec ma présence en Polynésie française, où je suis arrivé la semaine dernière, et au but des expériences qui vont être menées ici. En fait, quand on s'intéresse à la résilience des organismes... Quand on s'intéresse à la résilience des organismes calcifiants, comme les coraux ou les huîtres, face à des stress environnementaux, et en fait, il est important de comprendre l'importance de la chimie des carbonates, à laquelle leur physiologie est étroitement liée. Donc pour ça, en fait, pour remettre un peu de contexte, en fait, tout commence avec le CO2 atmosphérique qui se dissout dans les océans et réagit avec les molécules d'eau. En fait, s'ensuit après un ensemble de réactions chimiques un peu complexes et qui conduisent à terme au relâchement de protons H+, donc ce qui augmente l'acidité des océans et diminue le pH, et à la formation d'ions carbonate d'autre part. Et donc en fait, ces deux phénomènes, ils ont une importance majeure pour les organismes calcifiants. Donc ils construisent en fait leur squelette en précipitant les ions carbonate sous forme de carbonate de calcium. Donc c'est le cas par exemple des coraux ou des mollusques coquillers. Et en fait, ces phénomènes-là, ils impactent leur physiologie de deux manières. Donc d'une part en impactant leur équilibre acido-basique interne, et d'autre part en impactant la construction de leur squelette. Et en France métropolitaine, l'organisme calcifiant modèle, c'est l'huître creuse. Donc c'est d'une part à son importance économique, car c'est le produit de la mer avec la plus forte valeur commerciale en métropole, et aussi à son importance écologique en tant qu'espèce qui forme en fait des récifs interdiédaux complexes. Bon, il y a un petit décalage sur les diapos. Donc, du coup, les activités humaines elles vont venir modifier en fait cette chimie des carbonates, donc en augmentant la pression atmosphérique en dioxyde de carbone, et en fait ce qui va modifier tous les équipes de réaction et va conduire à terme à une augmentation de l'acidité des océans, avec une diminution de 0,3 unité de pH prévue pour la fin du siècle, et d'autre part en fait à la diminution de la concentration océanique en ions carbonate. Donc en fait, ces phénomènes, leur impact direct sur les organismes calcifiants, c'est pour l'altération de l'homéostasie via des phénomènes d'acidose ou dissolution de la coquille. Et donc à terme, en fait, le maintien des activités économiques et des écosystèmes qui sont liés à ces organismes dépend de leur capacité de résilience par rapport à l'acidification des océans. En fait, la résilience des organismes face à des stress environnementaux, elle dépend de deux mécanismes principaux. Donc à court terme, ça dépend en fait de leur capacité d'acclimatation et de leur plasticité phénotypique. Donc c'est la capacité pour un organisme à modifier ses allocations énergétiques, son métabolisme et son comportement pour maintenir ses performances physiologiques et son homéostasie dans un environnement changeant. Et lorsque ces capacités d'acclimatation elles ne sont plus suffisantes et que en fait, des différences de performance ou une mortalité différentielle apparaissent, c'est l'adaptation qui entre en jeu avec des phénomènes de sélection génétique sur plusieurs générations qui sont eux irréversibles, alors que l'acclimatation est réversible. Et du coup, en fait, quand on s'intéresse aux effets à la résilience des organismes marins par rapport à l'acidification des océans, on s'intéresse d'abord aux capacités d'acclimatation. Donc ces capacités d'acclimatation, elles sont différentes selon le stade du cycle de vie. Et donc il faut la déterminer pour chaque stade de vie. Et nous, on a choisi de commencer par déterminer les capacités d'acclimatation de juvéniles d'huîtres creuses par rapport à l'acidification des océans. En fait, il y a plusieurs manières d'étudier ces capacités d'acclimatation. Donc, dans la très grande majorité des études qui portent aujourd'hui sur l'acidification des océans, donc dans plus de 99% des études, en fait, c'est la méthode scénario qui est utilisée. Donc en fait, ça consiste à mesurer la réaction physiologique des organismes dans un petit nombre de conditions de pH, donc généralement 2 ou 3, avec des réplicas. Et en fait, c'est des conditions qui sont censées représenter la variabilité, les conditions ambiantes versus celles qui sont prévues pour la fin du siècle. Donc généralement, la condition ambiante, c'est 8,1 qui est considérée comme étant le pH moyen de l'océan global, auquel on soustrait 0,3 unité de pH pour obtenir la condition prévue pour 2100. Et en fait, cette méthode, elle souffre d'un grand nombre de biais qui ont été pointés du doigt récemment. Donc elle a commencé en fait par sa faible capacité d'interprétation, avec la comparaison de seulement quelques conditions environnementales, ce qui ne permet pas en fait de déterminer la présence de seuils de tolérance ou d'optimum de tolérance au pH, ni de décrire la norme de réaction pour un paramètre physiologique en fonction du pH. Et de plus, en fait, cette méthode elle souffre de biais d'a priori, avec le choix de conditions de pH de manière arbitraire, et c'est des conditions qui sont bien souvent irréalistes comparées à la variabilité environnementale qui est aujourd'hui largement méconnue. Donc du coup, en conséquence, l'utilisation systématique de cette méthode
dans les études portant sur l'huître creuse, elle fait que ses capacités d'acclimatation et l'acidification des océans restent méconnues aujourd'hui, malgré un grand nombre d'études qui ont pourtant été menées. Et du coup, il y a quand même dans 3 études où ils ont proposé une méthode différente par régression. Donc là, en fait, ça consiste à exposer les organismes à un vaste gradient de conditions de pH sans réplica, et en fait, ce qui permet ensuite de modéliser par régression la norme de réaction du paramètre physiologique en fonction du pH. Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple sur cette figure qui représente la variation de la croissance de l'orbe d'oursin en fonction du pH. Et ça permet en fait d'identifier des tipping points, donc qui sont des seuils de tolérance à partir duquel la fonction physiologique ne peut plus être maintenue et est affectée par l'acidification des océans. Donc c'est cette méthode en fait qui est largement sous-utilisée et qui est prometteuse, que nous avons choisie dans notre étude, qui vise à décrire les capacités d'acclimatation de naissance d'huîtres creuses à l'acidification des océans et à voir si des tipping points existent pour les principales fonctions physiologiques. Donc c'est aussi une occasion de développer la méthodologie de cette méthode qui a pour à l'instant uniquement été utilisée dans des expériences à très court terme, donc plus quelques jours, au stade larvaire et sur un petit nombre d'organismes marins. Donc pour cela, en fait, des juvéniles de 6 mois ont été exposés à 15 conditions de pH, donc s'échelonnant de 7,8 à 6,4, dans des conditions optimales d'alimentation et de température. Et en fait, ces juvéniles sont acclimatés pendant 23 jours à ces 15 conditions de pH dans un système d'élevage en flux ouvert. Donc c'est ce système d'élevage-là qui est représenté sur la photo. Et en fait, il est constitué d'un bac de régulation du pH qui est relié à un bac contenant les huîtres. Et en fait, c'est la lourdeur du système expérimental et de sa maintenance qui fait qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent plus d'études basées sur l'approche en régression, parce que c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer 3 paramètres clés de la physiologie des organismes calcifiants qui sont la croissance et le taux de calcification au terme de la période d'exposition et l'ingestion qui a été mesurée 2 fois par jour et qui ont pu être modélisées en fonction du pH. Donc, sur cette figure, vous pouvez voir en fait la croissance des organismes au terme des 23 jours d'exposition. Donc en fait, il s'agit de croissance en termes de gain de masse par rapport à la masse initiale des individus. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il avait déjà été remarqué auparavant que la croissance de l'huître creuse n'était pas impactée jusqu'à un pH aussi bas que 7,3. Mais nous, en fait, on montre que la croissance est encore plus résiliente que prévu à l'acidification des océans, avec un tipping point qui a été identifié aux alentours de 7,1. Et en fait, il n'y a même pas de perte de masse, c'est-à-dire que la croissance elle est maintenue jusqu'à un pH de 6,6, en dessous duquel les organismes n'ont plus d'énergie à allouer à la croissance et perdent de la masse. En fait, c'est quelque chose qui peut être vu de manière plus visuelle sur cette photo, où en fait les différentes tailles d'huîtres observées au terme de 23 jours d'exposition dans les 15 conditions de pH sont représentées. Et donc là, en fait, on peut voir le seuil, en fait, le tipping point à 7,1, et aussi le point critique. Donc en fait, ce que j'ai appelé le point critique, c'est le moment où la courbe croise l'axe des abscisses et où en fait le taux physiologique devient négatif. Donc sur cette étude, c'est les taux d'ingestion qui ont été mesurés chaque jour pendant les 23 jours d'exposition qui sont représentés. Donc chaque point représente un jour et un modèle global de régression linéaire fragmentée a été utilisé pour modéliser les taux d'ingestion en fonction du pH. Et ça nous a permis en fait d'identifier un tipping point à 6,9, donc en dessous duquel les individus s'alimentent de moins en moins et réduisent leur activité. Donc en fait, c'est un phénomène de dépression métabolique qui a déjà été observé plusieurs fois en réaction à l'acidification des océans. Donc en fait, les huîtres, elles se ferment ou elles réduisent leur taux métabolique en attendant des conditions meilleures. Mais en fait, c'est vraiment une stratégie à très court terme, car en fait, ils ne peuvent pas maintenir leur métabolisme avec aussi peu d'apport d'énergie, et du coup, leur suivi pourrait être compromise à long terme. Donc ici, je vous présente les taux de calcification. Donc le taux de calcification, en fait, c'est le taux de déposition de carbonate de calcium par unité de temps pour construire la coquille. Et en fait, il s'agit ici de calcification nette, en fait, qui résulte des 2 phénomènes concomitants de calcification brute et de dissolution, parce que la coquille se dissout en permanence. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont représentés ici en fonction du pH moyen pendant les 23 jours d'exposition. Et en fait, on peut voir que les huîtres sont capables de maintenir leur calcification jusqu'à un pH de 7,0. Et le fait en fait qu'elles soient capables de maintenir leur calcification dans un pH qui est aussi bas, c'est vraisemblablement lié à un transport d'ions dans le milieu interne, ce qui leur permet de maintenir des conditions de pH et de concentration en ions carbonate qui sont favorables à la calcification. Et pourtant, en fait, ça a été montré dans des études précédentes que c'était impossible pour l'huître de maintenir des processus qui sont aussi coûteux énergétiquement à des pH inférieurs à 7,5.
Donc nous, en fait, ce qu'on démontre, c'est qu'en des conditions optimales de température et d'alimentation, la calcification de l'huître creuse est très très résiliente face à l'acidification. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'en dessous de 7,0, la dissolution prévaut jusqu'à dominer pour des pH qui sont inférieurs à 6,8. Donc là, il y a une erreur sur le graphique. Normalement, l'axe des abscisses avec le 0, il est bien plus haut en fait. Il est au niveau de là où les pointillés rouges croisent la courbe bleue. Et en fait, dans ces conditions, des trous béants apparaissent sur les coquilles et la survie des huîtres pourrait être impactée à très court terme. Mais malheureusement, on a dû arrêter l'expérience avant l'apparition des premières mortalités. Donc pour conclure, l'approche en régression, c'est l'approche qui est la plus adaptée pour étudier la résilience des organismes face à des stress environnementaux. Par exemple, ici, elle nous permet de constituer une image globale des capacités d'acclimatation des huîtres par rapport à l'acidification des océans. Et en fait, selon cette image globale, les juvéniles d'huîtres creuses semblent très résilients face à l'acidification des océans. En effet, selon les scénarios du GIEC, dans les écosystèmes les plus sensibles, le pH pourrait atteindre une moyenne de 7,5 en 2100. Et on parle ici en fait d'écosystèmes polaires, donc qui sont les écosystèmes les plus sensibles, donc bien loin du milieu de vie de l'huître creuse. Donc d'après ces informations, elles semblent très résilientes par rapport à ce phénomène. Mais cette image, elle ne permet pas de tirer de conclusion définitive, car il faudrait la compléter avec d'autres paramètres physiologiques et structurels qui sont en cours d'analyse actuellement. Par exemple, des paramètres comme la structure de la coquille, les réserves énergétiques ou l'expression des gènes. De plus, en fait, on peut se demander quels seraient les impacts de ces modifications physiologiques sur la survie, donc question à laquelle on n'a pas pu répondre ici. Et en plus, cette image, elle est valable que dans des conditions optimales de nourriture et de température. Et en fait, les résultats seraient probablement bien plus contrastés en milieu naturel, dans des conditions de multistress. Par exemple, on peut émettre l'hypothèse que même pour des pH où la croissance, la calcification et l'ingestion ne sont pas impactées, la capacité de réponse par rapport à des stress additionnels comme des maladies ou l'eutrophisation pourrait être impactée, car il dépense quand même de l'énergie pour maintenir ses performances dans des pH qui sont plus faibles. On peut aussi se demander quels sont les effets du stade de vie sur la résilience. Par exemple, les larves pourraient être un stade critique bien plus sensible au pH. Et aussi, en fait, il faut savoir que l'huître creuse, c'est une espèce en fait qui est eurieste, c'est-à-dire qu'elle vit dans un environnement où les conditions sont dans des environnements tempérés, où les conditions sont naturellement très variables au cours de la journée et au cours des saisons. Donc, ce qui peut expliquer sa résistance par rapport au pH. Et il serait intéressant de s'intéresser à d'autres espèces qui vivent dans des environnements beaucoup plus stables, comme dans les systèmes insulaires et tropicaux, par exemple l'huître perlière, et qui pourrait être bien plus sensible par rapport à des petites variations de pH. Donc c'est pour ça que je suis ici. C'est pour en fait faire la deuxième partie de ma thèse sur l'huître perlière, donc Pinctada margaritifera, et comparer en fait ses capacités de résilience par rapport à l'huître creuse, et donc déterminer en fait son optimum de tolérance au pH, s'il existe des seuils de tolérance, et s'il existe aussi des points critiques pour son développement. Et en fait, il y a déjà un grand nombre d'études qui ont été menées sur l'huître perlière par rapport à sa résistance au réchauffement des océans. Et on voit en fait que dans la majeure partie des archipels en Polynésie française, elle vit déjà à son seuil limite de tolérance à la température. Et donc nous, en fait, l'idée, ça serait au terme de l'expérience avec le pH, d'appliquer un stress thermique pour voir en fait l'effet du pH sur la résistance par rapport à un stress additionnel. Et donc en fait, cette espèce-là, c'est une espèce qui est très intéressante pour étudier les actions concomitantes du réchauffement et de l'acidification des océans, qui sont appelées en fait des evil twins dans la littérature, car souvent ils agissent ensemble en tant que stress. Merci pour votre attention.